Le Real Madrid et Manchester City se sont quittés bons amis, 1-1 au Santiago Bernabéu pour les demi-finales allées de Ligue des Champions. 2 golasso dans ce match, en tout cas un Vinicius étincelant qui marque un but venu d'ailleurs et qui commence maintenant à marquer même des buts en dehors de la surface, chose qu'il ne fait pas forcément souvent en tout cas au Real Madrid, mais qui surprend de plus en plus à chaque fois qu'on le voit évoluer avec un level limite digne d'un ballon d'or. Et de l'autre côté, t'as Kevin De Bruyne, le maestro et la plaque tournante et le génie de Manchester City, qui justement profite aussi d'une largesse du défense du Real, d'une erreur du Real, pour artiller aussi de loin comme il sait le faire avec une belle patate, qui trouve Courtois au passage, pour répondre à Vinicius, c'était parfait. D'ailleurs, petit aparté par rapport à l'homme du match, Kevin De Bruyne a été élu homme du match devant Vinicius, chose auquel forcément je ne suis pas d'accord, parce que sur l'ensemble du match, Kevin De Bruyne a été moins étincelant, moins impactant, moins décisif et moins intéressant que, en tout cas, Vinicius qui a été bon du début à la fin. Que le Real soit dominé ou que le Real soit dominateur, c'est lui qui par sa vitesse, sa percussion, ses prises de balles, enclenchait énormément de dangers et d'actions côté Real et faisait énormément peur. Ses dribbles étaient faciles, il percutait tout le temps, il était insaisissable et pour moi c'est lui qui a été le plus intéressant sur le match d'hier. Et franchement, voir De Bruyne passer devant lui, même s'il a marqué un but aussi beau que celui de Vinicius, voire un peu moins beau, globalement je trouve que Vinicius méritait plus ce trophée. Après on s'en fout, c'est anecdotique tout ça, mais sans crier au complot, entre d'un côté les commentateurs par exemple à la télé qui te parlent jamais en bien quasiment du Real, qui vont encenser limite énormément plus les adversaires que le Real, dès que le Real fait un truc, ça y est c'est sous-estimé, vas-y c'est amplifié dès que c'est un truc un peu mauvais, style les fautes à répétition un peu vicelard de Carvajal ou le coup de coude de Rudiger qui était certes un peu dangereux mais bon voilà, c'était pas non plus le plus gros coup de coude de l'histoire, ils en ont fait des caisses. Mais par exemple pour parler de Bernardo Silva qui s'essuie ses crampons sur le mollet de Camavinga et qui mérite un rouge, il n'y avait plus personne pour en parler. Pour parler du fait que le ballon est sorti avant le but de De Bruyne, au niveau de la touche, personne n'en parle. Donc t'as l'impression que autant les médias, tout ça, en font toujours des caisses contre le Real, et c'est un peu chiant. Et même au niveau de l'UEFA, qui de base déteste le Real, je pense, pour la Super League avec Florentino Pérez, tout ça, on va pas crier au complot, mais quand même, tu vois. Enfin bref, à part tout ça les amis, aujourd'hui c'est pas un débrief à chaud vu qu'il est sorti déjà hier sur la chaîne YouTube après le match comme d'habitude, c'est plus une analyse à froid de ce qu'a fait Carlo Ancelotti niveau tactique défensive et offensive pour contrer le jeu de Manchester City. Manchester City qui avec Guardiola développe une nouvelle tactique en 3-2-4-1 comme j'avais notamment dit dans l'avant-match et aussi du coup de mon débrief, une tactique qui fonctionne énormément, qui apporte un jeu fluide à City, beaucoup de polyvalence, beaucoup de changements tactiques en cours de match sur certaines phases de jeu, en tout cas des joueurs aussi très créatifs, très polyvalents, beaucoup de profils très en tout cas complémentaires qui peuvent jouer ensemble et créer un jeu qui soit fluide, quasiment inarrêtable. En première ligue ça fait des ravages, en Europe ça fait des ravages. Globalement City est pour moi au niveau européen et mondial l'équipe la plus belle à avoir joué et peut-être la meilleure équipe cette année. Et franchement pour les regarder dans le blanc des yeux et les jouer à égalité comme le Real l'a fait hier, sachant que le Real aurait pu mériter pourquoi pas mieux qu'un 1-1, franchement c'est dire que Carlo Ancelotti non seulement il a un bon effectif mais surtout aussi il a su trouver les bonnes tactiques pour regarder Guardiola dans les yeux. Du coup c'est ce qu'on va décrypter tous ensemble, et si jamais ce genre de format plutôt à froid et d'analyse tactique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, me faire vos retours en commentaire. On est de plus en plus nombreux en tout cas sur la chaîne, jour après jour et semaine après semaine, ça me fait super plaisir. Du coup n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, c'est important. Et puis maintenant on est parti les gars pour l'analyse tactique de Carlo Ancelotti. Alors déjà au niveau défensif qui est pour moi une véritable masterclass de la part d'Ancelotti, certains vont dire que le Real Madrid a fait comme l'an dernier, ils ont fait juste un bloc compact et joué les contres et les contres à fond, mais c'est pas que ça. Du moins c'était ça en partie sur le papier, mais globalement même si le Real Madrid a été très dominé en première mi-temps, où ils ont eu très peu d'occasions en tout cas de se mettre en évidence, où les sorties de balles étaient un peu compliquées par rapport à un gros pressing de City qui était en tout cas exercé pendant énormément de temps, sur en tout cas plusieurs secondes, qui empêchait le Real Madrid de vraiment trouver la solution le plus efficacement possible et le plus facilement possible, qui poussait du coup le Real à faire des longs ballons, à prendre des risques, etc. Manchester City a certes beaucoup dominé, mais s'est fait prendre à la gorge et a pris un but sur le peu d'espace qu'ils ont laissé durant leur pressing. Parce que le Real Madrid, mine de rien, c'est une des meilleures équipes du monde au niveau technique et c'est au niveau de la sortie de balle. Au niveau des contres, on peut arriver dans la surface de City en seulement 3, 4 ou 5 passes grand maximum. Et c'est ça la force du Real Madrid. Savoir avoir un pressing en face de soi mais rester calme et lucide, prendre la meilleure décision comme avec les Toni Kroos et Luka Modric qui apportent leur expérience pour ressortir proprement, aller devant avec la qualité technique des Vinicius, des Rodrigo et des Benzema et créer le danger en ayant en tout cas beaucoup subi et beaucoup couru juste avant. Et globalement, l'organisation défensive du Real Madrid était basée sur 3 hommes clés.
3 hommes clés par-dessus tous les autres, qui ont bien sûr aidé à défendre et à attaquer, c'est pas le problème, mais 3 hommes clés avaient un rôle hyper important. Le premier, c'était Rudiger, qui forcément était collé au slibard de Haaland du début à la fin du match. Il se faufilait, il le poussait, il le taquinait, machin. Dès la moindre intervention, il était dur sur l'homme, il y allait, il intervenait très vite, il était très dynamique à chaque prise de balle. Si Haaland décrochait, s'il décrochait énormément, il le suivait pas, il restait dans sa zone. Il décrochait un petit peu, mais pas plus. Mais par contre, si Haaland décrochait sur les 20, 25 ou 30 derniers mètres du Real Madrid, là, il le suivait absolument partout. Donc, il l'empêchait de jouer en pivot, de se retourner, de donner le moindre ballon à ses coéquipiers, tout ça. On a vu souvent Rudiger prendre le dessus physiquement sur Haaland. Il avait pas peur d'aller au contact, d'aller au duel, le foot par terre s'il le fallait. Mais en tout cas, il coupait toute offensive de Haaland. Il lui montrait dès le début qu'il allait être là, que ça allait pas être facile. Si jamais Rudiger était un peu un temps en retard ou que Haaland réussissait quand même sur un petit 1-2 ou un petit décalage, un petit contrôle à se faufiler derrière Rudiger, Alaba qui était du coup libre de tout marquage parce que City jouait avec une pointe et à ce moment-là, tu avais pas Ricky Alvarez ou un joueur comme ça qui apportait autant de danger en général qu'un autre attaquant. Du coup, Alaba se chargeait par sa vitesse, son expérience et son intervention à ratisser tout ce que Rudiger, en tout cas, pouvait laisser passer. Du coup, à des moments, t'as Haaland, il essaie de tirer un angle un peu fermé, c'est Alaba qui fonce pour la foutre en corner, il pouvait tacler, pour intervenir, l'envoyer à Courtois, tout ce que tu veux. Alaba ratissait tout ce qu'il y avait. Il tournait autour de Rudiger, c'était parfait. On avait 2 défenseurs qui étaient appliqués, plein d'expérience, plein de vices et qui étaient surtout très complémentaires dans leur style de jeu et intervention. Donc Rudiger, même s'il était un peu dur sur l'homme et Gundogan peut en témoigner, globalement, il a fait sa mission, c'est-à-dire harceler, couvrir et faire ce qu'il fallait pour empêcher toute offensive. L'arme de City qui est Haaland, qui a touché très peu de ballons, fait très peu de passes et quasiment pas tiré de manière dangereuse. Donc à partir de là, quand tu bloques le meilleur buteur de City qui est un recordman dans l'âme, c'est que ton travail défensif déjà a été hors norme. Ensuite, les 2 hommes qui ont ensuite été les 2e et 3e compléments parfaits à cette tactique défensive, c'est Valverde et Toni Kroos. Je vais vous montrer en tout cas plusieurs screens dans cette vidéo, mais Valverde a été ultra important dans le sens où celui-ci avait un marquage aussi individuel quasiment sur Kevin De Bruyne. Il devait l'empêcher un maximum de pouvoir en tout cas s'émanciper avec le ballon, de créer un maximum de jeu. Il devait le harceler en permanence, remporter des duels contre lui. C'était en tout cas une mission intéressante. Mais celui-ci devait aussi par moment créer la première ligne de défense du Real Madrid en formant une sorte de triangle avec Carvajal et Modric sur le couloir droit et justement apporter après avec son volume de jeu, sa dynamique, sa vitesse qui l'aide énormément à se replacer efficacement et rapidement. Il devait justement empêcher Kevin De Bruyne, tout comme Gundogan par exemple, ou Grealish, de faire un maximum de jeu, de gagner des mètres, etc. Donc c'est ce qu'a fait Valverde avec en tout cas l'apport de Carvajal et de Modric pour bloquer maximum les lignes de passe et les bloquer au niveau de l'espace. Mais surtout Kroos et Valverde, quand le Real Madrid était en phase défensive, on était plutôt positionné comme un 4-2-3-1. Par contre, quand le Real Madrid passait en phase offensive, on était comme dans un 4-1-2-3. C'est-à-dire avec Valverde qui alternait un rôle défensif aux côtés de Kroos et un rôle offensif aux côtés de Modric. Ce qui forcément donnait au Real Madrid plus de densité en phase offensive, plus de solutions et surtout apporter quelqu'un qui pouvait au pire à la perte du ballon apporter le premier pressing en permanence. Du coup, à chaque fois que ce soit Gundogan, que ce soit Kevin De Bruyne, que ce soit Bernardo, etc., tous avaient toujours, et Rodri, pardon, tous avaient aussi Valverde ou Modric sur le cul. Toni Kroos, hyper important parce que celui-ci, même si de base dans un milieu de terrain, en étant positionné en numéro 6, quand tu es une équipe qui n'a pas le ballon, c'est compliqué pour lui d'avoir le gros volume de jeu, de beaucoup défendre, de beaucoup courir le ballon, etc. C'est mieux pour lui d'être en 8 et d'avoir un mec comme Tchouaméni ou Camavinga qui sont de vrais spécialistes en numéro 6 ou quand à l'époque avec Casemiro par exemple. Là pour le coup, Toni Kroos, il avait 2 rôles. Le premier, c'était en cas de récupération du ballon, d'assurer par son sang-froid, son expérience et sa qualité technique, les sorties de balles le plus propres et sécurisées possible et lancer les offensives. Passer par-dessus le rideau de City, qui dans son 3-2-4-1, comme je le disais dans l'avant-match et le débrief, certes va avoir le monopole du terrain, de l'espace, une grosse densité au milieu de terrain, mais une fois que tu passes le premier rideau, comme on l'a vu sur quelques comptes du Real Madrid ou sur le premier but de Vinicius, une fois que tu sors du premier rideau et du pressing de City, tu peux les éclater. Tu peux les éclater, faire du danger, tout ce que tu veux. Par contre, si tu sors pas du pressing avec une bonne qualité technique, de l'expérience et des grosses erreurs, tu peux te faire poutrer très rapidement. Comme le disait Wayne Rooney qui espérait qu'on soit se poutrer, tant pis pour lui, il a eu tort, mais globalement, Toni Kroos en 6 était la
clé par rapport à un Tchouaméni ou Camavinga qui peut-être n'aurait pas pu faire aussi bien à ce poste-là quand le Real Madrid était sous pression pour la sortie de balle, etc. Donc Toni Kroos ici c'était parfait et son deuxième rôle c'était de stopper la ligne de passe entre Haaland et Kevin De Bruyne. Il était toujours positionné entre ces deux joueurs-là pour justement empêcher toute tentative, faire des interventions et des interceptions où il en a fait quand même 5 ou 6 durant le match et si c'était pas Kevin De Bruyne qui devait faire une passe, ça aurait été Gundogan ou Rodri et il était toujours présent ici. Et donc franchement, l'opposition que le Real Madrid a fait et son schéma tactique défensif par rapport à City, c'était pour moi une véritable régalade et masterclass tactique parce que l'apport du surnombre de l'adversaire était compensé par le surnombre du Real en défense parce que Valverde quand il défendait, t'avais l'impression que c'était limite un troisième défenseur central, lui ou Toni Kroos, ça dépend des phases de jeu. Mais globalement, le Real Madrid a assuré tout ça et surtout empêché City de se déployer parce qu'après dans les 1 contre 1, Camavinga bouffait Bernardo au niveau de la défense, Carvajal était aussi bon que Grealish, du moins avec ses fautes Wislard, il arrivait à s'en sortir, même si en tout cas le carton jaune aurait dû tomber très tôt et l'empêcher de faire ce qu'il voulait après, mais globalement les arrières latéraux du Real Madrid ont fait le boulot. En plus, ce qui était intéressant sur la phase offensive maintenant en deuxième mi-temps, quand le Real avait le ballon et tout ça, parce que City perdait 1-0, ils ont compris qu'en jouant comme ça, ils allaient pas y arriver. Ils ont donc laissé un peu plus le ballon au Real, ils ont reculé un peu plus pour justement laisser le Real Madrid venir, même si globalement on était plus proche du 2-0 que du 1-1. City a joué un petit peu à l'envers aujourd'hui, mais ça leur a porté en tout cas des fruits intéressants vu que l'égalisation est venue et qu'après ça, bon ils ont fait un peu le dos rond aussi, hein. C'est clair que l'orage il aurait pu être plus que dangereux pour eux, mais au final ils ont tenu bon et tout comme le Real en première mi-temps, l'objectif a été réussi, aller à l'Etihad avec un minimum de buts encaissés et les meubles sauvés. Et le Real Madrid justement voyait que Camavinga avait le dessus sur le côté gauche avec Vinicius à permuter, s'attaquer, etc. C'est quand même grâce à eux qu'est venu le premier but par exemple. Modric et Kroos qui était positionné, comme je vous disais, comme soit un troisième défense central à des moments, soit simplement comme le véritable 6 de l'équipe, il allait se décaler à gauche pour laisser Camavinga monter un maximum, qui sur les phases défensives est arrière gauche, mais sur les phases offensives, jouait comme un milieu de terrain. Et finalement, Kroos qui se décalait à gauche, avec des fois aussi Modric, qui dans un premier temps en défense aidait plutôt Carvajal à droite, cette fois-ci, en deuxième mi-temps, il allait plutôt à gauche pour aller en tout cas compenser, fait que Camavinga montait énormément, et aider Toni Kroos sur toute la largeur et longueur du terrain. T'avais du coup ce rôle-là qui était impeccable. Camavinga se projetait avec sa vitesse, sa puissance faisait beaucoup de différence avec Vinicius sur les petits crochets et les espaces et c'est là que les actions du Real se sont multipliées. Rodrigo n'a pas eu autant d'impact qu'espéré mais s'il a eu quelques fulgurances intéressantes mais rien que les montées de Camavinga et Vinicius combinées à l'apport de Benzema qui certes n'a pas été le grand Benzema hier soir mais dans les prises de balles était quasiment injouable, globalement tu pouvais espérer faire beaucoup plus, beaucoup mieux et surtout City n'arrivait pas à trouver la solution pour s'en sortir, d'où le fait qu'ils ont mis un bloc plus bas parce que s'ils avaient conservé la même tactique qu'en première mi-temps, je pense que City aurait perdu facilement 2 ou 3-0. Et vraiment, je trouve que l'intelligence de Ancelotti après de faire des bons changements avec Tchouaméni par exemple, qui va arriver et apporter ses frappes, qui va apporter aussi de la puissance athlétique là où City commence à s'épuiser, et c'est aussi ça justement que Guardiola aussi a peut-être foiré, c'est le fait qu'il n'a pas fait de changement. Guardiola a dit à la fin du match qu'il pensait que les joueurs en place étaient suffisants au niveau de la technique, tout ça, mais quand le Real Madrid a vraiment pris le dessus techniquement, des joueurs techniques qui étaient en plus morts physiquement malgré qu'ils avaient le ballon de base, ça montre bien quand même que le Real Madrid prenait l'ascendant autant techniquement que physiquement et que la solution actuelle n'était plus bonne. Heureusement pour lui qu'il s'est adapté et qu'après, faut dire que le but du Real Madrid vient plus d'une erreur du Real et du ballon pas sorti qui a pas été sifflé que du vrai changement tactique de Guardiola. La tactique d'Ancelotti prônait largement sur celle de Guardiola. Donc après l'erreur bien sûr faut la provoquer de l'adversaire, mais c'était plus un coup du sort qu'autre chose. La passe plein axe de Camavinga par exemple, ça c'est pas la tactique de Guardiola qui pouvait l'anticiper. Après ça reposait beaucoup Ancelotti sur les duels du 1 contre 1, Rudiger, Haaland, Valverde contre Kevin De Bruyne, Kroos, etc. D'ailleurs Kroos on peut quand même aussi un peu lui en vouloir du fait que son placement en 6 ou des fois trop sur le côté justement pour apporter comme je disais des sécurités au niveau des sorties de balles et des actions, que ce soit à gauche ou à droite quand il coulissait, le problème c'est que son positionnement empêchait celui-ci d'être justement entre De Bruyne et Haaland ou De Bruyne et la cage. Du coup, il y avait personne devant De Bruyne pour l'empêcher de frapper, que ce soit Valverde qui était déjà décalé sur Gundogan ou autre chose. Donc finalement, la tactique d'Ancelotti a eu juste un seul moment de flottement
un seul moment de flottement, mais qui est venu d'une erreur d'elle-même du Real Madrid, plus qu'un impositionnement de City. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais je trouve que c'est tellement intéressant de parler tactique, de parler de ces petits ajustements, tout ça par-ci par-là. Il y a tellement de choses à dire et j'aimerais trop un jour faire un live avec, je sais pas moi, TMF, avec Willow, avec Riles, avec mon pote Chronique Foot, etc. pour faire vraiment des gros live débriefs de tactique, parce que je pense qu'on aurait tous des points de vue énormes à apporter, on aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, enfin bref, dites-moi en tout cas ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. Si j'ai oublié des choses au niveau tactique, dites-le moi aussi. Et puis en tout cas voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!